aujourd'hui, toujours sur notre vaisseau planète Terre, nous redescendons sur Terre et nous allons nous rapprocher de notre espèce humaine, et interroger sa responsabilité en tant qu'être humain, en tant qu'espèce dominante, mais aussi dominatrice et prédatrice, de ses responsabilités. Et de ses responsabilités vis-à-vis de l'ensemble du règne, du vivant, des animaux en particulier, mais aussi vis-à-vis de sa propre espèce, de ses propres enfants, des générations futures. On va donc commencer la journée par une première table ronde qui va être animée par Jocelyn Morisson sur comment se penser en tant qu'être humain au milieu de la nature. Alors, Jocelyn, il est à la fois journaliste dans de nombreux magazines, dont Inexploré et Nexus, qui sont en vente chez notre libraire. Tu es aussi auteur du fameux livre L'ultime convergence. Quelle spiritualité pour éviter le chaos? Très d'actualité, fantastique. Et puis, tu t'intéresses d'une façon générale à tout ce qui est phénomène inexpliqué. Voilà. Je te laisse accueillir tes invités. Philippe Nassy, vous êtes philosophe et vous êtes conférencier, écrivain également, et vous êtes notamment un très bon connaisseur du Tao. Donc ça va être intéressant d'avoir cet éclairage de votre part. Juste peut-être pour vous lancer, on sait que par exemple Spinoza a été exclu de la communauté juive hollandaise pour avoir dit « Dieu est la nature ». Est-ce que la philosophie doit faire aussi son mea culpa finalement comme le monde judéo-chrétien? Alors c'est peut-être pas votre ligne d'argumentation, mais qu'est-ce que vous en pensez? Sans doute, la philosophie c'est une histoire, c'est un discours, c'est une vision qui est assez précise, qui est assez localisée. La philosophie, ça commence il y a 2500 ans à Athènes, avec Socrate et ses disciples qui vont d'une certaine façon sponsoriser deux expériences nouvelles, deux expériences très très neuves, qui est d'une part la science et d'autre part la démocratie. Et sponsorisant donc ces deux nouvelles expériences, ils vont être amenés à faire des choix. Et des choix de rupture, d'une certaine façon, avec la magie, avec la religiosité, avec la spiritualité des anciens. Je me suis trompé de pochette, donc je n'ai pas apporté la feuille que j'avais prévu d'apporter. Et il y avait cette citation d'un des plus beaux dialogues de Platon que j'aime beaucoup, et qui se déroule dans la campagne d'Athènes. Et Socrate fait remarquer qu'il ne va jamais à la campagne, parce que les champs et les arbres n'ont rien à lui dire. Lui, ce qu'il aime, c'est parler avec les hommes. Et en parlant de Spinoza, quand on avait imaginé la façon dont je pouvais intervenir pour essayer de réfléchir à ce phénomène tout à fait étonnant, tout à fait nouveau, en tout cas pour nous, de la communication animale, renouveau, on avait évidemment pensé à Spinoza, parce que Spinoza, avec cette idée extrêmement puissante, en effet, que Dieu c'est la nature, que nous sommes donc inscrits comme ça dans une même substance, dans une même nature, dans une même divinité, que nous sommes tous des éléments, et que d'une certaine façon l'homme, en accédant à une intuition, à une sagesse, va pouvoir se rapporter, se relier à ce grand tout, va pouvoir adéquatement y trouver sa liberté non pas de faire ce qu'il veut, mais de faire ce qu'il peut et ce qu'il doit. Et Spinoza est extrêmement inspirant pour ça. C'est d'une certaine façon en effet une exploration de la façon dont nous sommes reliés. Nous sommes reliés au vivant, nous sommes reliés à la création. Et la spiritualité, en effet, ça pourrait être, pour une toute petite parenthèse, mais une spiritualité laïque, c'est un art de donner consistance aux liens qui nous relient de toute façon, et que nous ne voyons pas et que nous pouvons oublier. Donc, ce qui m'a arrêté par scrupule, c'est de constater que même Spinoza,
même le génie et le grand sage Spinoza, eh bien, va dire les animaux, on peut en disposer comme on veut. Après tout, ils ne nous conviennent pas en nature, ils sont radicalement différents de nous. J'entends bien qu'ils souffrent, mais il faut aller vers notre utile. Et s'il faut manger les animaux, mangeons les animaux. Donc je me suis dit, je trouvais ça plus intéressant de constater, plutôt que d'être plus spinoziste que Spinoza, plus sage que Spinoza encore, de constater que même Spinoza était pris dans ce discours métaphysique, ce discours de la philosophie, donc qui s'ouvre sur une idée très précise qui est on va désormais mettre les dimensions, les différentes dimensions du monde, du vivant, en opposition. Nous n'allons plus nous contenter de distinguer, mais nous allons opposer, et nous allons opposer la culture et la nature, nous allons opposer l'homme et la nature, nous allons opposer l'enfant et l'adulte, nous allons opposer la raison et l'intuition. Voilà, et la science ne pouvait naître qu'en Occident, ne pouvait naître que, puisqu'il s'agit en effet d'opposer l'idée qui serait dans un ciel, au réel, aux apparences, aux phénomènes, et de certaine façon de constater que derrière ce que je vois, ce que je perçois, il y a une idée encore plus vraie, plus réelle, qui est la mathématique, en l'occurrence. Et donc l'histoire de l'Occident, c'est de fracturer le règne du visible, le règne de l'apparence, le règne du phénomène, en allant chercher une stabilité qui serait donc la mathématique. Heidegger, parlant de cette histoire, dit finalement, dans les fragments philosophiques du temps de Socrate et d'un peu, on trouve déjà la formule de la bombe atomique. Les Chinois, par exemple, n'avaient absolument pas les moyens d'inventer la bombe atomique, parce que les Chinois ont inventé tout ce qui pouvait se bricoler, tout ce qui pouvait être sous la main, ils ont inventé la boussole, le papier, le gouvernail, etc. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que derrière ce qui m'apparaît, il y a une vérité plus vraie auquel on pourrait avoir accès par le savoir. Donc évidemment, la philosophie doit faire... d'une certaine façon, comme si son mea culpa. La philosophie, elle a une autre dimension extrêmement étonnante, extrêmement importante. Elle est Platon, dans le Thé et Tête, dit elle est mue, elle trouve son origine et son mouvement et son principe dans l'étonnement. La philosophie, c'est d'abord s'étonner de ce qui est là et de ce qui nous apparaît. Et je crois que quand on parle de communication animale, quand on parle de communication entre un être humain et un animal, qui plus est à distance, la première chose, c'est quand même de s'étonner, de pouvoir à la fois être dans un mouvement de recul et de recueillement par rapport à ça, et c'est un étonnement qui n'est pas là au début pour après laisser place à un savoir stable et certain. C'est un étonnement qui doit continuer à nous guider, parce que nous sommes dans un domaine où justement la connaissance, la science au sens occidental ne peut pas... peut venir nous soutenir, mais ne pourra jamais prendre toute la place. Si on parle d'intuition, si on parle de disposition, si on parle d'ouverture d'écoute, de a quiet space of heart connection, comme dirait Anna Breitenbach, un espace qui est de connexion du cœur. La science est loin de combler tous les trous. Donc, voilà, cette première chose... il est très difficile pour nous d'appréhender ces phénomènes-là, parce que de toute façon, nous serons toujours rattrapés par notre histoire, notre façon de penser, notre façon de nous organiser, notre système juridique, notre système philosophique, nos croyances, la façon dont ont été interprétés les textes de la Bible, puisque dans l'Éden, l'homme est végétarien, l'homme prend soin de la nature. C'est au nom de sa propre violence que Dieu finit par accorder, au sortir de l'arche de Noé, le droit aux hommes de manger des animaux. Et encore, il pose des limites, il pose la cache-route, mais c'est juste parce que l'homme, c'est parce que l'homme désespère Dieu que Dieu finit par lui accorder la possibilité de manger les animaux. Et l'Éden, on n'en a pas. L'Éden est toujours une possibilité, est toujours une utopie. Il y a toujours un retour possible. Si j'ai encore quelques... Alors Christine va réagir peut-être là-dessus, et ensuite je vous redonne la parole. Je complète vraiment dans la ligne droite avec ce texte d'Isaïe 11,
qui répond à la Genèse, en fait, pour dire, par rapport à l'Éden, qui est un lieu d'Éden, c'est-à-dire qui est parfait, où il y a une espèce de fraternité interespèce. Il y a un projet de Dieu initial, il y a une rupture, une séparation d'avec le vivant, d'avec Dieu, d'avec soi. Mais il y a une intention qui est exprimée un peu plus loin dans un texte d'Isaïe, que vous connaissez pour beaucoup, et qui parle de tout ce qui se vit ici. Je vous le lis. C'est « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. » Voilà, moi c'est la vision qui m'anime et je pense que c'est peut-être très proche de ce que vous avez dans le cœur. Alors Philippe, quelques minutes encore, s'il vous plaît, mais je voudrais bien que vous nous parliez un petit peu de votre inspiration que vous trouvez dans le taoïsme, justement. Est-ce que c'est pas aussi ça qui résout justement ces couples de contraires que vous évoquiez à l'instant, ces oppositions qu'on fait, un peu comme dans la psychologie de jungienne aussi, on cherche à la conjonction des contraires. Je crois que alors, dans le taoïsme, parce que la Chine est une très grande civilisation, donc on a accès à des textes, à des savoirs, mais quand on regarde, on se rend compte que toutes les civilisations extra-occidentales distinguent, mais n'opposent pas. Et donc travaillent ces articulations fines entre homme et nature, entre culture et nature, voilà, entre raison et intuition. Donc en Inde ou en Chine, il n'y a jamais cette idée que tout fusionnerait. C'est jamais aussi simple que ça. Les choses existent, voilà, se distinguent, mais elles composent entre elles. Elles ne s'opposent pas. Moi, je voulais juste, par rapport à cette vision du Tao qui est connue, je voulais juste me permettre de porter votre attention sur un philosophe que j'aime beaucoup, qui m'accompagne, qui est l'un des deux fondateurs, peut-être le fondateur de la philosophie taoïste, et qui est Chuang Tzu. Chuang Tzu, donc, qui a vécu au IVe siècle avant notre ère, à l'époque des royaumes combattants. Et il y a un livre qui est un de mes livres de chevet qui s'appelle Leçons sur Chuang Tzu de Jean-François Billeter, qui a été publié en 2002. Et il y a un argument, une idée qui me frappe, que j'aime beaucoup, qui m'a toujours ravi, c'est que finalement le Chuang Tzu va inverser, et plus précisément, il va disrupter la hiérarchie entre les hommes et les animaux. Il va disrupter la hiérarchie entre les hommes et les animaux. Et comment est-ce qu'il va s'y prendre ? Eh bien, il va distinguer deux régimes d'activité, deux façons d'agir, deux manières d'agir. Il y a deux manières d'agir, nous dit-il. Il y a une manière d'agir selon le ciel et il y a une manière d'agir selon l'humain. Et donc, la manière d'agir selon le ciel, eh bien, c'est quand nous agissons, c'est un peu comme Spinoza, comme l'homme libre de Spinoza, nous agissons de manière spontanée, efficace, nécessaire. Nous faisons ce que nous avons à faire, nous répondons de la façon la plus pertinente à la situation, nous donnons tout ce que nous pouvons donner, en fait. Quand un être agit selon le ciel, toutes ses forces, ses facultés, ses ressources connues et inconnues de lui vont de concert pour offrir la réponse la meilleure. Donc c'est vraiment une action parfaite. L'action selon l'humain, elle est calculée, elle est volontaire, elle est toujours un peu forcée, il y a toujours un peu de casse. Et ce que Chuang Tzu fait remarquer, c'est que les animaux agissent toujours selon le ciel. Les animaux agissent toujours selon le ciel et c'est quelque chose que notre expérience commune nous renvoie. C'est-à-dire que l'élégance des animaux, la précision, la beauté, la grâce, la justesse, elle est manifeste. Et donc c'est cette idée-là qui m'est chère. L'homme, lui, a cette possibilité finalement de naviguer entre ces deux régimes d'activité. Quand il est dans le langage, quand il est dans ses représentations, quand il est surtout dans son intention, quand il a un objectif, un but, il va agir selon l'humain. Et si il s'abandonne, alors Chuang Tzu va parler le jeûne de l'esprit, le jeûne de la volonté. À partir du moment où je cesse
d'agir sous la dictée de ma propre volonté. À partir du moment où je cesse d'avoir une intention, mais que je me mets à l'écoute, que je me laisse traverser par la situation, que je commence à raisonner avec elle, avec un O, comme une résonance avec elle, eh bien, je vais pouvoir me donner la possibilité d'agir selon le ciel et non plus selon l'humain. Pour prendre un exemple extrêmement parlant, un musicien qui répète, qui joue, qui cherche, qui connaît des choses intellectuellement mais les a pas encore métabolisées à force de répétition, agit selon l'humain. Un grand jazzman qui improvise, c'est-à-dire qui a oublié la musique et qui peut poser les notes au rythme et atteindre la note bleue, voilà. la fameuse note bleue. Voilà, la fameuse note bleue. Lui, il va agir selon le ciel. Et cette idée-là chez Chuang Tzu, c'est que finalement, être un être humain accompli, avoir une vie juste, c'est d'accéder le plus souvent possible à ce régime d'activité supérieure qui est le régime d'activité selon le ciel. Voilà, c'est juste ce que je trouve dans le Tao, c'est un cadre de compréhension qui me manque. Lorsque je regarde les textes de philosophie, la philosophie occidentale, c'est un cadre de compréhension où, en effet, l'être humain serait cet être humain alors qui a croqué le fruit de l'arbre de la connaissance, en tout cas à qui il manque une case d'une certaine façon, qui a cette possibilité de marquer un temps d'arrêt entre l'action et la réaction, qui a cette possibilité de creuser un délai de conscience. Et j'aime beaucoup quand Anna Breitenbach dit les animaux, ils ont des émotions, mais ils les laissent filer, ils les laissent passer. Ils ne vont pas s'arrêter pour réfléchir à leurs émotions. Et ça serait un fonctionnement selon le ciel. Et donc les animaux sont entre autres des messagers, des maîtres pour nous apprendre à fonctionner selon le ciel et dans l'instant présent le plus souvent possible. Alors juste une conclusion s'il vous plaît, ensuite on va laisser la parole à Claire. La conclusion elle est très simple, c'est que on a évidemment des ressources dans notre propre histoire, on vient d'évoquer le texte biblique, on a évidemment des ressources dans notre histoire pour penser, pour essayer d'appréhender cette nouvelle dimension, ce phénomène de la communication animale. Dans le même texte du Phèdre dont je vous parlais tout à l'heure, où Socrate dit que lui, il n'a rien à dire aux arbres, à la différence des anciens d'ailleurs, qui eux parlaient à des chênes et à des rochers. À un moment donné, il y a cet épisode incroyable où il va dire, bon attends, là depuis tout à l'heure je te dis que des bêtises, Phèdre, je vais me laisser... je vais m'en remettre à mon daimon, je vais me laisser parler par mon daimon. Et il rentre un peu en transe où il va livrer un très beau discours sur l'amour. Et en fait, l'intermédiaire, ce sont les cigales. Ce sont les cigales qui sont l'intermédiaire entre la muse, entre Calliope et Socrate. Et donc, il écoute les cigales, le chant des cigales qui vont lui inspirer, lui dicter d'une certaine façon le discours. Donc, on voit bien qu'on a gardé la trace, qu'on a gardé des ressources, qu'on a gardé des réminiscences de ce que pourrait être un autre rapport au règne du vivant et au règne de l'animal, mais ça reste de l'ordre de la brèche. Et j'aimerais insister là-dessus pour terminer, c'est que réfléchir à ces questions-là, c'est être en équilibre, c'est être dans une certaine brèche, j'espère on va réussir à donner plus d'ampleur, mais ce sera, mais c'est pas en tout cas pour un certain temps encore, ce serait savoir qu'on est dans cette position inconfortable, douloureuse, qui ne va pas se résoudre, qui ne va pas venir résorber le tout, mais c'est d'avancer avancer à travers la brèche avec cet affect philosophique premier qui est celui de notre capacité à nous étonner et à nous émerveiller et à ne pas plaquer de savoir qui viendrait nous apporter une certaine quiétude et finalement nous désorienter. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment.